Les turcos étaient bien 50, leurs yeux sont comme des miroirs. Amoureux, leur bouche plaisante, les turcos sont des Français noirs. Ils sautent dans l'herbe coloniaux en sanglante. général et des terriens maghrébins en particulier, par rapport, votre position par rapport donc à ceux qu'on appelait les turcos de la guerre de 1870 et dont les héritiers étaient les combattants nord-africains de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre qui devait être la der des der. Qu'est-ce que votre position, ce que vous en pensez? Ma position d'abord, c'est très bien ce que vous faites, c'est un projet absolument nécessaire, surtout pour les Français et en particulier pour les Algériens. C'est une tranche de l'histoire qui s'est pratiquement envolée, elle s'est dissipée à travers les oublis, à travers l'instrumentalisation de l'histoire elle-même, à travers les discours politiques qui sont complètement aux antipodes de réalité historique. Et puis les Turcos, ce sont des gens qui me tiennent vraiment à cœur. Je connais leur histoire depuis très longtemps. Je sais que par exemple ce sont les Russes qui ont appelé les tirailleurs algériens, les Turcos. Ils étaient tellement vaillants, tellement farouches, tellement déterminés qu'ils les ont pris pour les Turcs. Les Turcos, c'était surtout les Turcs. Et puis ce sont des gens qui ont fait montre d'un courage et d'une abnégation et d'une loyauté pour la France incroyable. Ils n'ont jamais triché, ils n'ont jamais trahi, ils ont toujours obéi de façon avec conviction et ils sont battus d'une façon héroïque. Et je ne vois pas pourquoi l'histoire devient comme ça sélective, qu'elle ne prend que ce que les gens qui ont réussi quand même à s'imposer sur la place et qu'elle oublie comme ça les gens qui sont retournés dans leur douar sans rien demander et sans rien exiger, et surtout les gens qui sont morts et qui sont devenus juste des épitaphes anonymes effacées par et le temps et l'ingratitude humaine. Donc depuis le début, quand Kemal est venu me voir pour me parler de ce projet, j'étais tout de suite séduit et enthousiasmé. Et je vois quand même que son projet, malgré les obstacles, malgré la démission des historiens et des politiques et des gens qui sont censés être présents, eh ben, ce projet a abouti. Et je pense que c'est grâce à l'obstination, plutôt à l'entêtement, mais un entêtement formidable de Kemal. Voilà, je suis très content. Et je suis particulièrement touché d'avoir contribué, ne serait-ce que par une préface, à la présentation de cet ouvrage, qui, je suis sûr, plairait beaucoup aux jeunes Français et aux Algériens qui ne connaissent rien de leur histoire, si elle trouvait, ou si ce projet trouvait un réceptacle digne du travail qui a été déployé pour le concrétiser. Alors, ma deuxième question porterait sur, disons, alors, je ne sais comment qualifier cela, un déni de mémoire peut-être, où il se trouve qu'il y a un débat sur le nombre de morts exact. Alors, il s'agit non pas de faire une comptabilité sordide des morts de part et d'autre, parce qu'il y en a eu beaucoup. En tout, il semblerait qu'il y ait eu 9 millions de gens morts durant la Première Guerre mondiale. Mais il y a un débat qui porte entre certains historiens se sont fixés comme chiffre 37 000, d'autres 150 000, d'autres. Voyez, alors sur l'ensemble des tirailleurs coloniaux maghrébins, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, et évidemment d'une façon plus étendue à l'Afrique, les Sénégalais, vous pensez que ces chiffres correspondent à quelque chose d'exact, ou est-ce qu'il y a une tentative de masquer quelque chose dans le sens que... Non, il n'y a pas de tentative de masquer, je crois qu'il y a ignorance. Qu'en pensez-vous? Il y a ignorance, il y a méconnaissance véritable. Et puis, ce chiffre est épineux tout de même. Oui, il est épineux, mais qu'il soit 150 000 ou 50 000 ou 20 000 ou 1 million, ce sont d'abord des gens qui n'ont pas hésité une seconde à donner leur vie
justement pour le salut de la France. Et c'est pas le chiffre, mais c'est surtout l'abnégation qui est derrière qui est plus importante. Mais je pense qu'avec une guerre aussi dévastatrice que la Première Guerre mondiale, ce chiffre me paraît dérisoire. Vraiment, c'était 37 000, vous voulez dire les 37 000 tirailleurs. Oui, je pense que il est très loin de la vérité. Il suffit juste d'interroger cette époque. Il y a débat justement. Il suffit d'interroger et de s'attarder un tout petit peu sur la guerre des tranchées. C'était des boucheries. C'était des boucheries. Les gens n'avaient ni les moyens de se protéger. Ils étaient constamment face à face. C'était la guerre des tranchées. Les ennemis se surveillaient et au moindre soubresaut, au moindre remous, c'était la mort qui s'abattait. Mais pour moi, ce qui est important, c'est juste redonner à la mémoire son lustre. Parce que quand même, les gens qui ont laissé femmes, enfants, pays, et surtout, ils ont laissé leur famille dans la misère la plus atroce, pour donner leur vie à quelque chose qu'ils considèrent comme une cause noble et juste. Une mère patrie. Pas seulement la mère patrie, parce que beaucoup d'Algériens n'y croyaient pas. Ils n'allaient pas de gaieté de cœur, ce n'étaient pas des volontaires, c'était des gens qui étaient enrôlés, convoqués, voilà, et envoyés au casse-pipe à leur corps défendant. Voilà. Mais quand même, une fois sur le terrain, ils n'ont jamais triché. Ils n'ont pas fait d'état d'âme, ils n'ont pas dit moi je n'ai rien demandé ou c'est pas ma guerre. Au contraire, ils étaient là, ils avaient une mission, ils l'ont accomplie jusqu'au bout. Il ne reste que pour cette honnêteté, et ils mériteraient beaucoup plus de considération. Il n'y a pas eu pourtant de grands gradés parmi ces tirailleurs du type un général. Bon, vous savez, c'est un peu l'impérialisme intellectuel et culturel qui fait que... Il y aurait pu y avoir pour fait d'armes un général. Oui, certainement. Mon grand-père, mon grand-oncle, qui était juste caporal ou sergent dans l'armée, dans les tirailleurs, après sa désertion, s'est retrouvé en train de faire la guerre d'Espagne et il a quitté la guerre avec le grade de lieutenant. Il était analphabète, c'était un guerrier. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de gradés, mais c'était aussi une manière de ranger cette humanité-là ou cette communauté-là dans le subalterne. Donc il ne pouvait pas accéder à des postes de responsabilité parce qu'il les croyait incapables de les assumer, comme croyaient les Américains, les Noirs incapables de piloter un avion. Voilà, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait proposé, vu le nombre exorbitant de morts, on avait proposé, plutôt on avait même envisagé de créer un escadron aérien constitué de Noirs, et beaucoup de gens ont dit mais c'est pas possible, un Noir, qu'est-ce qu'il doit faire un Noir avec un avion, il ne saura pas piloter. C'était parce que pour eux, le Noir c'était un être humain qui se situe entre la bête de Somme et l'être humain blanc. Et ça, c'est dire combien les stéréotypes et la méconnaissance de l'autre régnaient à l'époque. C'est dire aussi, ce qui expliquait aussi que toutes les politiques débouchaient sur la guerre, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, les arguments. Voilà. Les turcos étaient bien 50, leurs yeux sont comme des miroirs. Et on avait bâti cette mosquée. Quelle triste époque quand même, l'exposition. Bien sûr, bien évidemment, parce que c'était comme un zoo. Exactement, ça montrait à quel point l'homme fort était vraiment plus proche de la bête que de l'être humain. Oui, Comme le cerveau. Mais moi, je ne peux pas intervenir sur ce sujet parce que je l'ignore. Ah voilà. Alors donc en fait le recteur a caché des résistants et des juifs dans la mosquée. Oui. C'est un grand fait noble, disons, qui est une histoire formidable parce que d'un seul coup ça annule
les divergences. Enfin bon, c'était juste... Oui, mais vous savez, il y a des choses dans l'histoire qui sont tellement belles que la laideur des manipulateurs font tout pour l'occulter. Il y a des choses merveilleuses qui a réuni l'homme autour d'un idéal qui n'était pas prévu. Des gens, à un certain moment de l'histoire, se sont révélés à eux-mêmes. Ils sont devenus des êtres humains, donc, qui étaient contre la barbarie, contre le racisme, contre le meurtre en général, et qui se sont donnés pour sauver sans distinction de race ou de mœurs. Ça, pour moi, ce ne sont pas des justes, ce ne sont pas des héros, ce ne sont que des êtres humains. Des êtres humains qui ont quand même agi au péril de leur vie. Oui, mais ce sont des êtres humains, parce que tout le reste ne sont pas des êtres humains. Oui, oui, quelqu'un qui a choisi la guerre, qui a choisi de dominer l'autre, qui a choisi de le déposséder, de le réduire à une bête de somme ou à un esclave, pour moi, c'est pas. Et Hugo, Victor Hugo, quand il disait remercions les chrétiens qui a fait d'un noir un homme, pour moi, c'est le plus gros blasphème que l'on puisse faire, et surtout de la part d'un éminent intellectuel et homme de culture. Vous pensez que c'était du racisme de sa part? Non, ce n'était pas du racisme, c'était une vraie conviction. À l'époque, les gens n'avaient pas un regard assez éclairé comme aujourd'hui. Ils pensaient sincèrement que les autres étaient une race inférieure. Voilà, ils le pensaient. Parce qu'ils ne savaient pas. Guy de Maupassant, par exemple, quand il est en Algérie, il faut dire, moi j'étais stupéfait par l'étroitesse de son esprit, parce que pour eux, le monde s'arrêtait à leur propre univers, et tout le reste n'était que barbarie et sauvagerie. Et on parle après, pour d'autres personnes, Vous d'identité savez, tout nationale. ça, c'est une question de maturité. Maturité. Oui, je crois qu'on n'a pas encore accédé à la maturité. Il y a des gens qui sont là. Le monde, au sein de la société, le socle véritable de la société, c'est pas l'identité, c'est la citoyenneté. Quelqu'un qui est citoyen, il devient automatiquement partie intégrante d'une société. Mais on parle du droit du sol et du droit du sang. Mais tout ça, c'est du baratin. Vraiment, c'est du baratin. Quelqu'un qui a choisi de vivre en France et de contribuer à l'essor de la France, il est français par conviction. Donc il est citoyen français. Il n'a pas besoin d'être un Chinois ou d'être un Malien pour le revendiquer à chaque coup. Il est dans la société, il a sa place, il contribue à quelque chose de noble, voilà, et il subit les lois et les devoirs de cette société. Je ne vois pas pourquoi on interdirait, au nom de quoi on interdirait à un homme d'être ce qu'il voudrait être. Rien ne nous appartient sur Terre. Les frontières, c'était surtout des initiatives assez égoïstes et prédatrices. C'était des seigneurs qui voulaient à un certain moment disposer d'un territoire, et tous les gens qui étaient à l'intérieur de ce territoire devenaient des sujets. Ils n'étaient même pas des citoyens, c'était des serfs. Donc il y avait les nobles et les autres. Et puis par la suite, avec le temps, les conquêtes, les reconquêtes, les défaites et les victoires, des frontières se sont dressées entre les hommes et se sont dressées aussi dans les esprits. Dire que les Français sont racistes, c'est faux. Moi, je suis algérien, je viens d'Algérie, je n'ai pas la nationalité française, mais regardez comment je suis accueilli en France. J'ai un lectorat extraordinaire. Oui, mais vous êtes un auteur reconnu. C'est exceptionnel. Non, mais justement. Enfin, je veux dire, le traitement est exceptionnel. Justement, c'est parce que beaucoup de citoyens français qui se réclament de l'identité française ou de la patrie française font tout, exigent d'être ce qu'ils sont, alors que la contrainte, ou ce qu'on attend d'eux, c'est de montrer ce qu'ils savent faire. Non pas ce qu'ils sont, mais ce qu'ils savent faire. Et voilà, je crois que lorsque les gens vont passer de cette fausse obligation, on n'a pas besoin, on a les papiers français, on appartient à l'administration française, on fait son service, on fait tout pour la France. On n'a pas besoin de dire à une minorité de Français, voilà, je suis français, pourquoi? Non, tout ça, il faut les laisser, ces gens-là, parce que jamais on ne pourra changer le prisme derrière lequel ils se dispersent. Parce que pour moi, quelqu'un qui ne sait pas reconnaître l'homme, c'est quelqu'un qui se disperse à travers mille et une frustrations. D'accord? Donc ces gens-là, il faut les oublier. Il faut aller vers les gens qui nous écoutent, vers les gens ordinaires, les gens bien rangés dans leur tête. Voilà, vous savez, pour beaucoup de racistes, la seule façon pour eux d'exister, c'est de voir l'autre réclamer sa part de citoyenneté.
C'est la seule chose qui les motive, qui leur donne une visibilité et qui donne un sens à leur misérable vie. Or, moi j'ai été partout en France, j'ai rencontré des gens merveilleux, des gens très attentifs, reconnaissants. J'étais il y a une semaine au salon de Nancy, il y avait 90% de mon lectorat était français, des Français de souche. Il y avait les 10%, c'était entre les étrangers, et je vous assure qu'il y avait plus d'Allemands que d'Arabes à mon stand. Beaucoup plus d'Allemands que d'Arabes. J'en ai vu combien d'Arabes, je ne sais pas combien de gens j'ai vu. C'était vraiment sans arrêt. Donc c'était vraiment, ça n'arrêtait pas. Mais sur 100 Français, il y avait peut-être un ou deux Arabes. Je crois qu'il faut dépasser ça. Le travail de Kamel, c'est un travail louable. Pourquoi? Parce qu'il rappelle à chacun sa responsabilité par rapport à sa propre citoyenneté. C'est-à-dire le fait de s'accaparer d'une identité et d'en faire un impératif de citoyenneté est une attitude absolument répréhensible, absolument repoussante. Donc, mais quand le travail de Kamel consiste à dire que ce pays doit, au même titre que n'importe quel autre citoyen, une grande part de respect et de considération à ceux qui sont morts pour lui. Et ceux qui sont morts, dans la mémoire de la France, resteront des trophées à jamais brandis au nez de l'obscurantisme et du racisme. Voilà. C'est très bien. Une dernière chose, vraiment, mais c'est presque par rapport à l'Algérie et cette histoire des tirailleurs. Est-ce qu'en Algérie, on la connaît, cette histoire? On ne connaît pas grand-chose en Algérie. Vous savez, rares sont les gens qui sont capables de situer Saint-Augustin dans l'histoire ou de grands noms comment dirais-je, du nationalisme algérien, comme Salih El Hadj, et les héros de la guerre, comme Ben Boulaïd, Ben Mehdi. Enfin, on a un rapport à l'histoire qui est complètement falsifié par l'instrumentalisation et le discours démagogique du régime algérien. Donc, et c'est bien, moi je suis vraiment très content que cet ouvrage, cette bande dessinée existe. Parce que vraiment, d'abord elle n'impose pas, parce que nous n'avons pas une tradition de lectorat très fort. On n'a pas la tradition de la lecture chez nous, elle est vraiment minoritaire, elle est presque insignifiante. Mais la bande dessinée a cette magie d'associer l'image au mot, et d'ailleurs moi ça a été ma première école. Je suis devenu romancier grâce à la bande dessinée. Et elle a une audience, elle pourrait trouver une audience très large auprès des jeunes Algériens et même des grandes personnes. Je vous remercie vraiment. Merci mon ami. Les turcos étaient bien 50, leurs yeux sont comme des miroirs. Amoureux, leur bouche plaisante, les turcos sont des Français noirs. Ils sautent dans l'herbe sanglante, Allah, ils grimpent à l'assaut. Quand ils arrivèrent en haut, les turcos n'étaient plus que trop.